Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture parce que en ce mois de février j'avance très bien dans mon challenge février tapal et en fait je me suis rendu compte que j'étais déjà à 11 livres lus. Donc j'avais envie de vous faire un point dessus, vous en parler un petit peu en prenant le temps pour certains, alors que si j'attends la fin du mois, il risque d'y en avoir beaucoup plus si je continue sur ce rythme là et du coup je risque de passer un petit peu vite et de me limiter dans ce que j'ai à dire. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit point maintenant. On est donc le 15 février au moment où je tourne cette vidéo et j'ai déjà lu 11 livres. Donc le principe du challenge c'était de lire un livre par jour, donc un livre de moins de 200 pages par jour. Donc voilà, j'ai quelques livres de retard mais pas énormément et ça se rattrape assez facilement comme retard. Mais surtout je prends beaucoup de plaisir à lire ces livres, donc c'est le plus important. Et en plus parmi ces livres là il y en a un qui faisait plus de 400 pages, donc voilà, on va dire qu'il compte pour 2 livres selon les critères de ce challenge. Par contre, vous le verrez dans mon book haul du mois de février, j'étais censée être en no-buy et j'ai pas du tout respecté. J'ai déjà acheté 4 livres. Donc voilà. Dont un que j'ai déjà lu, donc on va dire qu'on le compte pas, mais il y en a quand même 3 autres. Donc c'est parti, je vais vous parler rapidement de certains livres, un peu plus longuement d'autres, parce que j'avoue qu'il y en a certains où j'ai pas grand chose à dire. Dans un premier temps, j'ai lu Marie Shelley, Mes rêves n'appartiennent qu'à moi, lettres de la femme qui réinventa la peur. Donc ce sont des lettres, des courriers, des lettres qu'elle a envoyées à des proches, des personnes autour d'elle, et qui m'ont permis de la découvrir, pas seulement en tant qu'autrice, en tant que l'autrice de Frankenstein, mais en tant que femme qui a eu une vie vraiment hors du commun à l'époque. D'ailleurs même pour aujourd'hui je dirais que ça reste une vie assez originale. Et ça m'a aussi permis de découvrir sa plume, parce que finalement moi Frankenstein je ne l'ai pas lu, donc je n'ai lu aucun de... Enfin je ne connaissais pas du tout sa plume à la base à Marie Shelley, je connaissais juste un tout petit peu son histoire et j'ai adoré en découvrir plus. Parce qu'en dehors des lettres, il y a aussi des explications de où est-ce qu'elle en était dans sa vie au moment où elle a écrit ses lettres, pourquoi elle écrivait ce qu'elle écrivait et les destinataires aussi, ils sont expliqués un petit peu dedans. Et Marie Shelley est une véritable inspiration, elle était entièrement libre, elle ne se bridait pas, elle ne se laissait pas atteindre par les bonnes mœurs et ce qui était attendu d'une femme à l'époque. Et elle vivait selon elle-même et selon ses envies. Et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cet aspect de sa personnalité et je trouve ça très inspirant. Elle avait une très belle relation avec son mari. J'ai beaucoup aimé découvrir la force de cette relation et l'impact que ça a pu avoir sur ses émotions et sur son vécu à côté, quoi. Donc ce que je disais aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé sa plume. Il y a un côté presque fantastique dans certaines de ses lettres qui m'a beaucoup plu. Et globalement, elle a une plume qui est très agréable à lire. C'est vraiment très agréable, ça se lit tout seul et c'est vivant. Elle a une plume qui est très vivante et pleine d'émotions. Donc forcément, j'ai envie de lire Frankenstein maintenant. Dans la même collection, j'ai lu celui sur Emily Dickinson, donc Un volcan silencieux, la vie, lettre d'une solitaire aventureuse. Je n'ai jamais lu de Dickinson non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler et surtout j'ai beaucoup entendu parler de sa vie. Parce que c'est une femme qui avait fait vœu de ne pas se marier, donc qui avait fait le choix de rester célibataire toute sa vie et dont la plupart des poèmes n'ont été découverts qu'après sa mort. Elle avait une santé aussi qui était très fragile, elle avait passé beaucoup de temps alité, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a dû quitter le lycée. Elle a quand même eu une éducation plus importante que celle de la plupart des femmes à son époque, mais qui a été entachée par sa santé. Pour le coup, j'ai un peu moins aimé ce recueil-là, dans le sens où j'ai eu beaucoup plus de mal avec l'écriture. Je pense qu'en poésie, ça doit être très beau, la manière dont elle écrit. Puis surtout, le plus important dans ses poèmes, c'est ce qui s'en dégage, le ressenti. Là, pour le coup, dans les lettres, ça a été un petit peu plus difficile pour moi parce que j'avais du mal à comprendre certaines tournures de phrases, certaines façons de s'exprimer étaient un petit peu alambiquées, ou voilà, je m'y perdais.
Je m'y perdais un peu, et pourtant ce ne sont que des lettres et il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est que je pense que son écriture est un petit peu lourde, un petit peu complexe pour moi, et que je pense que je la préférerais très largement en poème. Donc j'essaierai de lire sa poésie avant de vraiment me faire une idée sur sa plume. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que ses lettres, ses correspondances et sa vie et sa personnalité étaient très intéressantes, et j'aimerais vraiment lire un petit peu plus sur qui elle était réellement. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu Le secret des Incas de Claude Michelet. Donc c'est un livre jeunesse dans lequel on va suivre un garçon et sa sœur au Pérou au XVIe siècle qui fuient leur village attaqué par les colonisateurs, donc les blancs qui attaquent leur village à la recherche d'or. Ils doivent en fait aller alerter les autres peuples que les blancs sont arrivés et qu'il est temps pour eux d'aller se cacher dans la cité secrète dont le petit garçon est le seul à connaître l'emplacement. J'ai bien aimé avoir ce point de vue des Incas sur les hommes blancs qui envahissent leur terre. Et je pense que pour des enfants, c'est une bonne introduction à l'histoire du Pérou et surtout à l'histoire de la colonisation des peuples d'Amérique du Sud. Et c'est pas mal de commencer de ce point de vue-là. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors personnellement j'y connais pas grand chose, donc je ne sais pas à quel point au niveau des dates et des lieux, etc. c'est précis, mais ça m'a bien plu. J'ai lu Loin très loin de tout de Ursula Le Guin, dans lequel on va suivre Owen qui a 17 ans et qui est un petit peu en décalage avec les jeunes de son âge, mais aussi avec la société autour, qu'il questionne énormément et qui lui donne l'impression que tout le monde se conforme et que l'individualité n'existe pas vraiment et qu'on n'est pas autorisé à être différent. Donc il se questionne énormément et il se sent assez seul à faire le mouton en fait et à se fondre dans la masse, jusqu'à ce qu'il rencontre Nathalie avec qui la discussion est très simple et avec qui il peut vraiment avoir de véritables échanges. Donc j'ai trouvé toute la réflexion dans ce livre très intéressante. J'ai beaucoup aimé la manière dont il se posait des questions sur la manière dont on fonctionne. Voilà, on l'a tous vu, hein. Le côté se fondre dans la masse quand on est au collège ou au lycée. À cet âge-là, on le vit un petit peu comme un moyen de survie. Donc j'ai aimé cette interrogation, ces questions qui vont au-delà de juste le collège et le lycée, hein. Il se pose vraiment les questions par rapport au capitalisme, par rapport à la société, dans son intégralité. Voilà, il ne se limite pas à son petit coin du monde, il se pose vraiment beaucoup de questions, lui et Nathalie, tous les deux. Elle exprime surtout à travers la musique et son amour de la musique et ses rêves de devenir compositrice. Toutefois, j'ai eu un petit peu de mal avec l'écriture. C'est écrit à la première personne, donc c'est Owen qui nous raconte. Et par moments, j'avais un petit peu du mal avec sa manière de s'exprimer, qui faisait très lycéen, hein, qui faisait très jeune d'une certaine manière, et qui parfois était un petit peu embrouillé. Puisqu'il nous raconte tout ça un petit peu plus tard et par moments ça me paraissait un petit peu embrouillé ou alors il dégraissait beaucoup et ça m'a un petit peu perdue par moments, mais j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture et j'ai adoré toute la réflexion qu'il y a autour. J'ai ensuite lu Quitte ta mère de Jeanne Benhamer. Donc, Jeanne Benhamer, c'est l'autrice de Ça t'apprendra à vivre et Trop peu pour faire une femme, deux livres que j'ai beaucoup aimés. Et là, je l'ai retrouvé dans un style complètement différent, puisque celui-ci est un livre jeunesse, dans lequel on va suivre Bastien, qui vit seul avec sa mère, dont il est très proche. Et tous les étés, il part voir son grand-père sur la côte. Sauf que cet été-là, il le vit vraiment différemment. On a d'un côté sa relation avec sa mère, qui est un peu trop protectrice selon lui. Il a besoin un petit peu de cette coupure, d'avoir un petit peu moins sa mère sur son dos pour peut-être se développer aussi de son côté et grandir. Et d'un autre côté, on a son grand-père pour qui il s'inquiète beaucoup depuis la mort de sa grand-mère, puisqu'il vit seul sur la côte et il semblerait qu'il ait un petit problème avec l'alcool, avec une tendance à boire un petit peu trop quand il est tout seul. Bastien se retrouve donc à passer l'été chez son grand-père et à se poser des questions sur ce qu'il veut faire, sur ses rêves, sur ses envies. Et je me suis vraiment laissée porter par Bastien et ses relations. C'est vraiment le point clé de cette histoire, c'est ses liens et ses relations avec sa mère, avec ses amis, avec son grand-père,
avec la mère aussi. Et voir l'évolution de ce gamin qui est quand même assez débrouillard mine de rien m'a bien plu. Et bon, comme c'est du jeunesse, ça s'est vraiment lu tout seul, ça se lit vraiment très vite et très facile. Et c'est très agréable comme histoire et j'ai aimé les réflexions qu'il y a autour. On a ensuite un autre livre jeunesse, il s'agit d'Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Donc c'est le 3e livre de cet auteur que je lis, les 2 premiers ayant été Comment le dire à la nuit et Apostasie, qui sont du coup beaucoup plus, déjà plus adultes et beaucoup plus sombres. Mais on retrouve tout de même le côté assez sombre dans cette histoire, où on va suivre Sibylle, qui est une jeune collégienne qui a tendance à beaucoup aimer s'habiller en noir, les poupées toutes déformées, toutes moches, dont personne d'autre ne veut, et les manoirs un peu creepy. Donc voilà, c'est donc une jeune fille au goût un petit peu particulier, mais tout à fait normale et tout à fait heureuse dans sa vie. Voilà, c'est une enfant qui aime le mystère et tout ce qui est un petit peu sombre et un aspect gothique. Donc quand sa mère lui propose de l'accompagner à son travail où elle doit vider un ancien manoir qui n'a pas été occupé depuis très très longtemps, elle s'en réjouit, elle est super contente. Et encore plus quand elle trouve une poupée particulièrement belle par laquelle elle est attirée tout de suite. Le problème c'est que très rapidement elle se met à avoir des cauchemars et la poupée commence à lui envoyer de très mauvaises ondes, à lui faire un peu peur, voire de plus en plus peur. Donc elle demande à son meilleur ami de l'aider, puisque lui il s'y connaît pas trop mal en fantômes. Il l'accompagne dans son enquête pour comprendre ce que lui veut la poupée et surtout comment la rendre moins dangereuse. Et en fait j'ai beaucoup aimé qu'à travers cette histoire on va aborder un sujet qui est très rarement abordé avec les plus jeunes. Alors je peux pas dire ce que c'est parce que sinon je spoil le plus gros de l'histoire, donc voilà, je vous ferai perdre un petit peu l'intérêt. Mais j'ai adoré ça et j'ai trouvé que c'était très très bien amené. Et en plus on le voit pas vraiment venir. Enfin moi je m'en suis doutée un tout petit peu à la fin, mais on approchait quasiment du dénouement, donc vraiment je l'ai pas vu venir d'avance, donc j'ai trouvé ça très très bien fait. Et j'ai été emballée dans l'histoire en fait. Encore une fois, la plume de Vincent Tassi me plaît beaucoup en jeunesse aussi, même si elle a moins le côté sombre qu'en adulte, hein, c'est un petit peu plus léger quand même, tout en gardant l'aspect gothique, donc j'ai vraiment adoré. Toujours aux éditions du Chat Noir, j'ai lu Les Héritiers d'Higashi, donc le tome 2 Bakemono-san de Clémence Godefroy. J'avais adoré le premier tome. On est dans le Japon féodal et on va suivre des bakemono et des yokai et l'histoire d'Higashi. Donc c'est un tome 2, donc je peux pas en dire beaucoup, mais j'ai adoré retrouver les personnages, les voir suivre des routes différentes et surtout l'intrigue politique s'amplifie et on découvre des nouveaux peuples qu'on n'avait pas forcément vus dans le premier tome. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai vraiment dévoré, je l'ai lu en une soirée. Et si certains personnages m'ont manqué, parce que forcément on ne pouvait pas suivre tout le monde, je sais qu'on va sûrement les retrouver dans le tome suivant, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la fin de cette trilogie. J'avoue qu'il y a quelques moments où je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, puisque comme j'ai lu le premier à sa sortie, ça fait donc un petit moment, et que là du coup il y avait certains personnages, en fait quand on arrive sur leur chapitre, j'arrivais plus tout à fait à me rappeler qui c'était, et il me fallait 2-3 paragraphes pour réussir à resituer qui c'était, pourquoi on les suivait, ce qu'ils avaient fait dans le premier tome, et à quel type de bakemono ils appartenaient. Sur le premier tiers du livre, il m'a fallu un petit peu de temps à chaque fois pour resituer les personnages, mais ça ne m'a pas gênée dans ma lecture, puisqu'au final, même si je resituais pas dès le premier paragraphe, je continuais quand même, et très vite ça me répondait à mes questions, et ça me permettait de continuer à avancer en ayant tous les éléments en main. Donc voilà, je ralentissais à certains débuts de chapitre au tout début du livre, mais ensuite c'est vraiment, ça s'est lu tout seul et je resituais beaucoup plus facilement. Une fois que j'ai compris quels étaient les personnages principaux qu'on allait suivre ici, qui ne sont pas forcément les mêmes que dans le premier tome. Donc j'ai beaucoup aimé ça et je trouve toujours l'univers aussi riche et intéressant. Ensuite, j'ai lu un petit classique, il s'agit des Lettres de Montmoulin de Alphonse Daudet. Donc je ne l'avais jamais lu et j'avoue que j'aurais pas grand chose à en dire. C'était pas mal, j'ai passé un bon moment, j'ai pris plaisir à lire ces lettres. Ça m'a donné envie de sortir de la ville et de faire un tour à la campagne, j'avoue, d'aller vivre en dehors de la ville pour retrouver les beaux paysages qui sont décrits dedans. Mais ça ne m'a pas marqué plus que ça,
Et je pense pas que je me souviendrai de beaucoup des histoires qu'il y a dedans. Peut-être deux, une avec une histoire de naufrage. Et l'autre, bon, bah, c'est La chef de Monsieur Seguin. Donc forcément celle-ci je la connaissais déjà. Mais voilà, ça a été une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. J'ai aimé découvrir La plume d'Alphonse Daudet. Mais je ne pense pas que ce soit une lecture qui restera bien longtemps avec moi. Et puis du coup, j'en ai pas grand chose de plus à dire. Peut-être parce que je l'ai vraiment lu en diagonale sans chercher à trouver un sens plus profond aux nouvelles, enfin aux lettres qui sont très courtes. Hein. Peut-être que y a un autre niveau de lecture à avoir que moi je n'ai pas eu. N'hésitez pas à me dire ça d'ailleurs si vous l'avez lu différemment, s'il y a des concepts ou des idées qui sont ressortis en particulier, n'hésitez pas à me dire ça. Mais pour ma part, je l'ai vraiment lu au premier degré, enfin avec un niveau de lecture très superficiel. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je me souviendrai pas dans le détail de ce qui se passe dedans. Ensuite, j'ai lu un livre en VO et c'est un livre que j'ai acheté du coup ce mois-ci, hein, qui m'a fait un peu casser mon oreille parce que j'ai découvert une librairie anglophone pas très loin de chez moi, donc je suis allée faire un tour et forcément j'ai craqué et j'ai acheté We Have Always Lived in a Castle de Shirley Jackson, dans lequel on va suivre Mary Cat qui vit avec sa sœur et son oncle handicapé dans un château à côté d'un village. Et voilà, ils ont toujours été très à l'écart du village parce que bon ben eux ils sont nobles, ils vivent, voilà, ils les snobent un petit peu et le village le leur rend bien. Mais les choses ont empiré 8 ans, 6 ans, 8 ans, je ne sais plus. Je sais plus si c'est 6 ou 8 ans, mais c'est quelque chose comme ça. Les choses ont empiré du coup 6 ou 8 ans auparavant quand les parents de Mary Cat et sa sœur Constance sont morts empoisonnés lors d'un dîner. Alors les parents et leur petit frère aussi sont morts empoisonnés lors d'un dîner et Constance a été tout d'abord accusée de ce meurtre, mais elle a été acquittée. Mais voilà, acquittée par la loi ne veut pas dire acquittée dans le cœur et la tête des villageois. Donc tout le monde est persuadé que Constance a tué ses parents. Mais ce n'est pas là le sujet principal de l'histoire, puisqu'en fait on va donc découvrir Mary-Kate, Constance et leur oncle qui vivent donc tous les trois très à l'écart du village, avec seulement Mary-Kate qui va au village pour faire des courses 2 fois par semaine, jusqu'au jour où leur cousin débarque chez eux et les choses commencent à changer, notamment pour Mary-Kate qui le voit comme un démon et se méfie de lui et voudrait le faire partir. C'est très sombre, que ce soit Mary-Kate, Constance ou leur oncle font un peu peur par moments. Mary-Kate a souvent des réflexions qui sont assez dérangeantes, qui nous font nous poser des questions sur elle, sur sa famille, sur ce qui a bien pu se passer, non seulement au cours de ces 8 dernières années, mais aussi plus tôt dans son enfance pour qu'elle soit comme ça. Ce qui m'a surtout frappée dans ce livre, outre le côté donc un peu spécial de Mary-Kate et tout ce qu'il y a de dérangeant autour de l'histoire de cette famille, mais aussi de leur réaction et de leur lien entre eux, puisque Mary-Kate et Constance sont très proches. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qui posent des questions, notamment le fait que Mary-Kate a 18 ans. Si on fait le calcul, elle a 18 ans, mais elle a une manière de s'exprimer et de réagir et de penser qui est beaucoup plus jeune en fait. Moi quand je la lisais, j'imaginais plus une gamine de 12-13 ans, ou 14 au plus, mais pas 18. On voit que le personnage n'a pas évolué forcément comme elle l'aurait dû par rapport à son âge, par rapport aux autres jeunes de son âge, certainement du fait qu'elle a été coupée de ce monde. Constance est constamment effrayée et n'ose pas passer la barrière du village, et au bout d'un moment on réalise que Constance a quand même 26 ou 27 ans. Selon l'époque et les mœurs du village, elle devrait déjà être mariée, mais elle vit en autarcie avec sa sœur et son oncle, à prendre soin de son oncle handicapé. Et l'arrivée, donc ça ce sont des choses qui ne sont pas dites directement mais que l'on comprend. Et l'arrivée du cousin va tout changer, puisque en fait ça amène un homme dans cette maison. Vu l'âge des 2 jeunes filles, ça a un impact qui n'est pas explicité, qui est juste deviné. Le tout mêlé, j'ai été vraiment impressionnée. J'ai adoré vraiment rentrer dans cette histoire. Shirley Jackson a fait un travail fou pour m'immerger dedans, pour me faire vivre ce côté sombre et dérangeant, tout en ayant envie
d'en savoir plus, le tout en très peu de pages puisque le livre fait 140 pages à peu près, donc c'est relativement court et pourtant on a le temps d'avoir tout un univers et toute une histoire de cette famille qui nous est présentée ici et je trouve que c'est du génie. J'ai aussi vu le film derrière que j'ai trouvé très très bien fait, il colle très bien au livre. Alors il y a quelques détails qui changent, mais ce sont vraiment des détails qui au final ne changent rien à l'ambiance que l'on a ici. Que moi j'ai lu entre les lignes par rapport à l'âge de Mary-Kate ou le rapport avec les hommes de Constance. C'est plus explicite dans le film que dans le livre, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était une très bonne adaptation. Et je dis très rarement ça sur une adaptation de film. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré le livre et je conseillerais de lire le livre avant de regarder le film quand même. Ensuite, j'ai lu Jonas ou l'artiste au travail de Albert Camus. Donc c'est le premier livre de cet auteur que je lis. Jusque-là, j'avais lu que des extraits, mais rien en entier. Donc j'étais contente de découvrir la plume, avec laquelle j'ai vraiment bien accroché sur la première nouvelle et beaucoup moins sur la deuxième. Parce qu'en fait, ce livre est composé de 2 nouvelles. Donc la première qui est Jonas ou l'artiste au travail, et la deuxième qui est La pierre qui pousse. J'ai beaucoup aimé Jonas ou l'artiste au travail. Et la manière dont on suit l'évolution de ce personnage, donc qui est un jeune peintre, un artiste, qui aime peindre, voilà, c'est sa passion. Et à partir du moment où son talent est reconnu, plus il avance dans le temps et plus il a de reconnaissance et moins il est capable de produire. Et il va se retrouver pris dans un engrenage où il a beau essayer de faire en sorte de pouvoir peindre à nouveau, il y a toujours quelque chose qui bloque, ou alors il va être critiqué pour ça, pour le fait d'essayer de prendre du temps, donc de recevoir moins de monde chez lui, etc. L'écriture est extrêmement légère, j'ai trouvé, alors que plus on avance dans la nouvelle, et plus la situation est sombre et difficile et même triste, puisqu'on voit, on voit ce personnage vraiment dans sa chute, et c'est touchant et c'est triste. Et en même temps, c'est écrit avec beaucoup de légèreté, parce que le personnage lui-même, quand il raconte, il est un petit peu détaché de la réalité en quelque sorte. J'ai trouvé que son humilité le déconnectait de la réalité de la situation. Et cette nouvelle m'a donc beaucoup touchée et j'ai adoré la plume de l'auteur et ce décalage en fait entre le ton et ce qui était dit. Par contre, je n'ai pas du tout accroché avec la deuxième nouvelle. J'ai eu beaucoup de mal, alors déjà j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, à comprendre qui on suivait et pourquoi et ce qu'il faisait. C'était très trouble. J'ai vraiment eu l'impression que ça partait dans tous les sens par moment, ou qu'on n'essayait pas du tout d'aller dans une direction, mais juste qu'on se baladait. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris cette deuxième nouvelle. Enfin, je l'ai comprise, mais j'ai pas compris son sens, son intérêt. J'ai pas compris son intérêt, voilà. Moi, elle m'a rien apporté, si ce n'est que j'ai tiqué sur certaines descriptions et certaines formulations, puisque il va parler des asiatiques en disant les jaunes, il va dire... il y a des trucs qui m'ont dérangé dans la formulation. Et le fait que de base je n'arrivais pas trop à savoir où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on allait, mélangé à ça, ça fait que la deuxième nouvelle, je n'ai pas du tout accroché et que je n'en ai rien tiré, vraiment. Pour autant, j'apprécie beaucoup la plume que j'ai découverte à travers ce recueil de nouvelles, et c'est sûr que je lirai d'autres romans de cet auteur, mais voilà, là j'ai pas été... ça a été 1 sur 2 pour les nouvelles, donc pas complètement convaincue encore. Et enfin, le dernier livre sur les 11 que j'ai lu jusque-là, il s'agit de Amber Hat, le 7e tome de la saga Rebecca Keane, écrit par Cassandra O'Donnell. Donc je l'avais acheté pile à sa sortie, parce que j'étais persuadée que c'était le dernier tome de la saga, alors que non, pas du tout. Comme je vous le disais dans mon vlog la semaine dernière, j'ai découvert une fois que je l'ai fini, que en fait il y a un 8e tome qui serait prévu. J'aurais dû m'en douter parce que... à la fin du 6e tome, il y avait encore tellement de choses qui n'étaient pas résolues que c'était compliqué de tout clore dans un seul tome. Donc voilà, j'aurais dû me douter qu'il y en aurait deux dans tous les cas. Et en plus, j'aurais dû suivre un petit peu les nouvelles de Cassandra O'Donnell, puisqu'elle l'avait annoncé finalement. C'est juste moi qui suis passée à côté. Toujours est-il que j'ai dévoré ce 7e tome. Je l'ai lu en une soirée, alors qu'il fait 430 pages,
444 pages. Voilà, donc vraiment la plume de Cassandra O'Donnell est absolument addictive. Je me suis plongée dedans avec délice. J'ai adoré retrouver les personnages dès les premières pages. Rebecca est absolument géniale, elle est toujours fidèle à elle-même, elle n'a pas changé, elle a toujours cet humour noir, ce sarcasme et ce côté limite sociopathe que j'adore. Et j'aime toujours autant son entourage et ses rapports avec les autres qui ont énormément changé depuis le premier tome parce que oui, alors elle a gardé son côté sadique, elle a gardé son sarcasme, mais mine de rien elle a quand même beaucoup évolué depuis le premier tome, notamment dans ses rapports avec les autres puisque au premier tome elle était très indépendante et elle ne voulait rien avoir avec les autres clans et là voilà, ce n'est plus du tout la même position qu'elle a dans ce tome là, bon, depuis plusieurs tomes déjà, hein, mais là voilà, c'est clair et net et j'ai vraiment aimé ça. Certains personnages m'ont manqué, j'aurais aimé les voir, mais je sais qu'on les verra très certainement un peu plus dans la suite. Et par contre j'ai eu le retour d'un personnage qu'on n'avait pas trop vu dans le tome précédent et ça m'a rendue tellement heureuse de le retrouver parce que je l'adore. Donc clairement ce livre m'a enchantée, j'ai vraiment aimé, j'ai été émue, j'ai pleuré à un moment. Voilà, je me suis laissée attendrir par cette petite sadique et psychopathe de Rebecca Keane et par son entourage. Vraiment Cassandra O'Donnell arrive à nous faire adorer des personnages vraiment pas normaux. Et on s'y attache énormément. Voilà, au bout de 7 tomes, c'est difficile de voir des malheurs leur arriver. Donc j'ai été très touchée, effectivement. Et mine de rien, dans ce tome 7, les choses continuent de se complexifier. En fait, au fil des pages, je trouvais qu'on avait encore plus de questions que de réponses par rapport au tome précédent. Donc j'aurais dû me douter dès les premiers chapitres que ça ne se conclurait pas dans ce tome-là, parce qu'il y a trop de choses à conclure, et que là on avait plus de questions que de réponses. Donc j'ai hâte d'avoir certaines réponses. Mais déjà la fin quoi. La fin m'a bien surprise et m'a laissé sur un gros ascenseur émotionnel. Et là je me dis que ça va être absolument horrible, ça va être une torture d'attendre la sortie du tome 8. Alors je sais qu'entre temps il y a le tome 2 de Leonora Keane, donc la saga spin-off qui doit sortir dans l'année, mais ça va être quand même très dur parce que Leonora Keane c'est bien, mais ce n'est pas Rebecca Keane. Donc j'aurai pas la fin et la suite de ces dernières phrases qu'on a eues dans ce tome. Donc merci Cassandra O'Donnell pour la petite torture personnelle. Voilà. Mais elle peut prendre le temps qu'il lui faut pour écrire la suite. Si c'est pour nous pondre à chaque fois des merveilles comme ça, je suis preneuse. Entre temps, de toute façon, je pense que je relirai la saga pour finir en beauté et enchaîner avec le 8ème directement quand il sortira. Donc voilà, les 11 livres que j'ai lus depuis le début du mois de février. Donc 11 livres en 14 jours. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt fière de moi et surtout je suis contente d'avoir sorti des livres qui étaient dans ma bibliothèque depuis beaucoup trop longtemps. Et je ne suis absolument pas déçue de mes lectures, je suis contente de les avoir faites. Et je l'ai pas mentionné mais j'ai encore changé de décor. Voilà, là on est encore dans une autre pièce, dans un autre coin de mon appartement et je pense que je changerai comme ça au fil de mes envies pour vous faire visiter. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous aussi vous participez au challenge février Tapal, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi tout, on se retrouve en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.